Donc oui, en fait, je vais pas mentir aux gens en disant bah non, surtout n'achetez pas chez Shein, ne faites pas ça, alors que moi le lendemain je vais chez Zara en fait, alors qu'ils ont bon, voilà, des similarités au niveau du fonctionnement. Donc du coup voilà, c'est pour moi, honnêtement j'aimerais que ce soit différent. Je préférerais qu'ils ne travaillent pas avec les Ouïghours, je préférerais, mais si je devais faire attention à chaque fois sur ça, ben ce serait compliqué. Chloé Cooper! Je suis trop content de te recevoir pour cette interview. Comment je suis devenue influenceuse? Déjà, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Mais parfaitement, regarde, j'ai le sourire parce que tu es en face de moi. À chaque fois, je passe un bon moment. Je suis très heureuse d'être là aussi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu en plus, je crois que Merci. ça fait un peu plus d'1 an maintenant. Oui, oh, même plus. Peut-être. Plus parce que tu me l'as dit en off, la dernière fois où on s'était vu, il y avait une crise sanitaire. Alors ça, c'est quand on s'était vu avec Sébastien. Mais la dernière fois que je suis venue, moi, je me rappelle que j'étais blonde par contre. Donc pour le Aja, mais je sais plus le Et numéro les deux te combien. vont très bien. Je te Tu remercie. te préfères comment? Je crois que je préfère blonde, mais je me suis très bien habituée au brun un peu noir. Donc voilà, j'aime pas l'entre-deux. Voilà, soit très clair, soit très foncé. Voilà, c'est tout ou rien. Bon, Chloé, c'est ton interview Comment je suis devenue influenceuse. Ensemble avec ma communauté et la tienne, on va s'intéresser à ton parcours professionnel au travers de ton récit personnel. Tu as plus de 1 220 000 personnes qui te suivent sur tes réseaux sociaux. C'est quoi le réseau social que tu préfères? Je pense que c'est Instagram pour la qualité. Parce que voilà, j'aime créer quelque chose de qualitatif. Et c'est là où vraiment je vais m'amuser et prendre du plaisir à créer quelque chose de, voilà, de qualité, de mode. Donc c'est là où je m'amuse le plus finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer, on va commencer par les bases, comment tout a commencé pour toi cette carrière d'influenceuse? À quel moment tu es passée de, entre guillemets, simple utilisatrice des réseaux à influenceuse sur les réseaux? Bah, ça a commencé avec la télé. Voilà, tout simplement, quand on m'a proposé de faire ma première télé-réalité, quand je suis sortie de ce tournage, j'ai commencé à prendre des abonnés sur mes réseaux sociaux et c'est là où j'ai commencé à prendre du plaisir, à créer du contenu sur mes réseaux sociaux et donc tout est parti de là parce qu'avant la télé-réalité, je devais avoir peut-être 200 abonnés. Donc c'est en gros l'émission qu'on t'avait proposée à l'époque, qui était Les Marseillais, ça a été un propulseur pour toi de notoriété sur les réseaux. Oui, totalement, complètement. T'en avais conscience à ce moment-là? Oui, et c'était une des raisons pour laquelle j'ai accepté. Je ne faisais pas ça pour la gloire, ni forcément pour la notoriété. Je faisais ça en toute transparence pour l'argent, mais parce que même avant de faire de la télé, j'étais déjà assez fan un peu des influenceuses, notamment parisiennes, un peu qui avaient une bonne réputation ici, et ça me donnait envie. Et c'est quelque chose qui me plaisait. J'aimais être un peu quand même derrière l'appareil photo, derrière la caméra. Bien sûr. Et on sait à quel point c'est difficile d'obtenir des abonnés fidèles Voilà. sur les réseaux sociaux. Donc pour toi, c'était, si je comprends C'était bien, un tremplin. C'était un tremplin. Voilà. Tu l'as vu comme Mais tel. plus pour devenir influenceuse que pour être candidate de télé-réalité. Donc tu savais que tu n'allais pas faire une carrière dans l'industrie de la télé-réalité. Non, je m'étais fixé un objectif d'abonnés et quand je les aurais atteints, j'arrêterai la télé et je me consacrerai à une vraie carrière d'influenceuse. Ah, c'est intelligent. Oui. Stratégique. Mais, oui, en tout cas, c'était un moyen facile d'y arriver. Donc, si j'avais pu faire autrement, je pense que je l'aurais fait. Mais en tout cas, ça m'a bien aidé. Si tu avais pu faire autrement, tu aurais fait quoi? Ben, je l'aurais fait naturellement. Naturellement, sans passer par la case télé. J'aurais aimé que, comme plein d'autres influenceuses, ne sont jamais passées par la case télé et ont progressivement pris des abonnés. Mais c'est vrai que quand on nous propose un chemin qui est beaucoup plus rapide, ben, on a tendance à le saisir, quoi. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu dirais aux jeunes filles qui aujourd'hui voudraient faire comme toi? C'est-à-dire passer par la case télé, non pas parce qu'elles souhaitent devenir candidates de télé, mais parce qu'elles ont l'objectif futur de devenir influenceuse. Je crois que je leur dirais de bien réfléchir quand même, parce qu'aujourd'hui, d'avoir fait de la télé-réalité m'handicape sur plein d'autres choses, même si je regrette pas, parce que c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui, mais ça handicape quand même sur beaucoup de choses. Donc je leur dirais de bien réfléchir. Malgré tout, je ne peux pas être hypocrite et de leur dire ne faites pas ça. Je l'ai fait moi-même et en plus de ça, ça a été des bonnes expériences malgré tout. Comment tu t'es rendu compte que le contenu que tu postais commençait à avoir de l'impact? Est-ce qu'il y a eu un moment où ça a basculé ou ça s'est fait petit à petit? Oui, il y a eu un moment où ça a basculé, clairement. C'est quand j'ai commencé quand j'ai quitté mon agence. J'étais dans une agence de partenariat et quand je l'ai quittée et que je me suis lancée en indépendante, j'ai vu la quantité de mails que je recevais, les propositions que je recevais, les tarifs qu'on me proposait et les retours des marques parce que du coup je les avais en direct. Là, cette fois-ci, c'est pas mon agence qui recevait les retours des marques, mais c'était le mien. Et donc là, j'ai vu qu'il y avait quand même un vrai impact, que ça fonctionnait. Et puis du côté de mes abonnés, je l'ai toujours vu par contre, dès le départ et au fur et à mesure, les messages que je recevais qui sont
principalement toujours les mêmes, des messages de remerciement, qui sont contents. Donc tout ça, ça s'est fait petit à petit. Ok. C'est quoi ta définition de l'influence? Alors, il faut savoir que j'aime pas trop ce mot. Ok. Influenceuse. Tu as le droit et tu es là pour nous le dire. Voilà. J'aime pas trop qu'on m'appelle, qu'on me catégorie, catégorise d'influenceuse. Parce que, bon, influencer quelqu'un, c'est pas toujours très positif. C'est toujours plutôt, même à la rigueur, assez péjoratif quand on disait de quelqu'un à l'école, ouais, mais elle est influençable, elle se fait influencer. C'est souvent péjoratif. Et donc, du coup, moi, ce mot n'existe pas, mais j'aurais préféré qu'on m'appelle comme quelqu'un d'inspireuse. Je préfère inspirer les gens plutôt que les influencer. Voilà. C'est intéressant cette notion. Ouais, voilà. Moi, et puis d'ailleurs, c'est ce que je reçois dans mes messages. Beaucoup de gens me disent tu m'inspires beaucoup, mais personne ne me dit tu m'influences beaucoup. Donc voilà, c'est un terme que je trouve. Voilà, j'ai pas du tout envie de me dire que j'influence les gens dans le bon ou dans le mauvais, mais plutôt que je les inspire. Alors que tu sois influenceuse ou inspireuse, c'est quoi une bonne inspireuse pour toi? Je pense que c'est quelqu'un qui reste très fidèle à elle-même, à ses goûts, à ses envies, et donc du coup qui partage quelque chose de vrai. Parce qu'il n'y a rien de plus vrai que quelque chose qu'on aime réellement. Et donc pour moi, quelqu'un qui est une bonne influenceuse ou une bonne inspireuse, c'est quelqu'un qui va véhiculer des choses qui lui ressemblent. Qu'est-ce que tu penses des écoles d'influence qui sont en train d'ouvrir? Ça fait quelques mois qu'on entend parler d'écoles d'influenceurs, d'influenceuses. Est-ce que tu penses, Chloé Cooper, qu'en intégrant une école d'influenceurs, on peut devenir un bon influenceur? Alors, je ne sais pas si c'est le bon terme école d'influenceur, parce que pour moi, non. On ne devient pas influenceur. On peut le devenir évidemment, mais on n'apprend pas à être influenceur parce que le but d'un influenceur finalement c'est de partager son quotidien, ce qu'il aime, ce qu'il fait, qu'il partage et c'est ça qui va être aimé et qui va le faire se faire connaître. Par contre, on peut avoir des écoles un peu de réseaux sociaux parce que c'est une vraie manipulation, c'est un vrai travail, il faut comprendre les réseaux sociaux, il faut savoir les utiliser et pour ça il y a plein de conseils et moi je peux apprendre encore beaucoup de tout ça donc ça c'est important et ça c'est bien peut-être de l'apprendre à de jeunes personnes qui veulent se lancer. Mais par contre, leur contenu, on ne nous apprend pas à faire du contenu parce que le contenu, il est vraiment propre à chacun. Pour moi, c'est ça qui est important. Pour le coup, toi, tu n'as pas fait d'école du tout, non. Mais par contre, tu es en train de passer une sorte de certificat. Oui, alors ça s'appelle l'ARPP et en fait, c'est un certificat, c'est un diplôme qui nous donne droit à un certificat d'influence responsable. C'est-à-dire que grâce à ce certificat-là, je prouve que j'ai été formée pour être une influenceuse responsable, c'est-à-dire auprès des marques notamment et des partenariats. C'est-à-dire que je ne peux pas faire d'erreur, pas de dropshipping et toutes ces choses-là. Ça veut dire que je collabore de façon totalement légale sur mes réseaux sociaux. Ok, alors avec les marques. J'aimerais bien creuser un petit peu parce que je ne connais pas vraiment cette notion. C'est quoi l'influence responsable? Si tu veux, je vais te donner un exemple tout bête que tu auras déjà pu voir sur les réseaux sociaux. Des fois, quand tu vois une influenceuse qui poste une photo, juste au-dessus, tu as la mention partenariat rémunéré. Bien sûr. Ça, c'est obligatoire. Oui, mais il y en a beaucoup qui ne le font pas. Oui, mais c'est illégal. Oui. Voilà, en soi, c'est illégal. Donc voilà, c'est toutes ces petites choses-là qu'on va nous apprendre. Pourquoi? Est-ce qu'on peut juste expliquer pourquoi c'est important? Parce que c'est important, c'est de la transparence en fait avec nos abonnés tout simplement. Je vous présente un produit, mais par contre, il faut que vous sachiez que il faut que vous rémunéré pour ça, voilà, ou alors que j'ai reçu des cadeaux pour ça. Voilà, alors après, ça peut être rémunéré en gifting, donc c'est quand on reçoit des cadeaux, des invitations à des événements, ça peut être une rémunération financière, voilà, ça peut être toutes sortes de choses, mais voilà, il faut préciser par transparence que c'est rémunéré. Ok, donc je peux prendre un exemple que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, que j'ai vu beaucoup sur les réseaux sociaux. Une influenceuse qui fait la promotion de la chirurgie esthétique et qui va dire « Ah mais non, c'est pas un partenariat publicitaire parce que je n'ai pas été payé pour ça. » Mais si les injections, elles ont été faites… Si elles ont été offertes, il s'agit d'un partenariat. Ok, donc ça veut dire qu'il faudrait mettre le hashtag partenariat. C'est pas forcément un partenariat rémunéré, ça peut être tout simplement en collaboration avec, en partenariat avec, mais voilà, préciser que tu ne fais pas ça sans partenariat. Vu que la personne t'a offert des soins en échange de visibilité sur tes réseaux sociaux, c'est un partenariat et c'est une collaboration. Ok. Et quels sont les autres critères justement de ce statut d'influenceuse responsable? Il y a plein d'autres choses. En fait, ça nous apprend, c'est une formation. Elle se fait sur quelques jours, quelques semaines et après on passe le diplôme une fois qu'on se sent prêt. Mais voilà, c'est tous les termes qu'on ne peut pas utiliser, tout ce qu'on ne peut pas montrer. Par exemple, ça peut sembler totalement logique pour d'autres, mais moins pour d'autres. On ne se montre pas avec de l'alcool. On ne fait pas la promotion d'alcool, de tabac, de choses comme ça. Et tout ça, en fait, on nous l'apprend, c'est une formation. Et une fois
qu'on se sent prêt, on passe un quiz et si on a réussi le quiz, on obtient ce certificat. Ok, Et d'accord. voilà, c'est toutes les notions qui sont légales et illégales qu'on partage à travers nos réseaux. Donc, ils sont déjà dans la loi. Oui. Mais parce qu'on entend beaucoup, il faudrait encadrer ce métier, il faudrait encadrer le milieu. Est-ce qu'il n'y a pas déjà des choses pour que tout ça soit légal? En fait, logiquement, on est tous censés être au courant de la loi. Hein, nul n'est censé ignorer la loi. Mais sur les réseaux sociaux, tout est allé très vite. Il y a encore beaucoup de personnes qui ont du mal à savoir si c'est possible, si c'est pas possible. Et en fait, ce certificat, donc la RPP, nous permet d'être un peu mieux encadrés, de comprendre plus certaines choses, d'en apprendre un petit peu plus. Et donc pour plein de choses. Il y a aussi pour les marques éco-responsables, les termes à bien employer, parce que c'est comme, je sais pas si tu as vu dans l'émission Complément d'enquête, je crois qu'ils ont parlé de Nabila qui avait fait un partenariat. Pour du Bitcoin, si je Voilà, me trompe exactement, pas, et qui disent c'est sans risque, vous avez rien à perdre. C'est faux. Il y a toujours quelque chose à perdre. Oui, et d'ailleurs, elle a eu une amende de 20 000 euros voilà, qu'elle a payée, elle en avait parlé. Et ce certificat-là, en le passant dans la formation, on nous apprend tout ça, les termes juste à employer et à ne pas faire d'erreur, parce que ça peut aller très vite. Et franchement, je ne lui jette pas la pierre. C'est une erreur que j'aurais très bien pu faire il y a peut-être 2 ans, parce qu'on apprend chaque jour. Et c'est pour ça que c'est important de communiquer dessus. Mais ça veut dire que c'est à la portée de tous. Absolument. Donc ça veut dire que des personnes qui travaillent dans le milieu, sont-elles au courant qu'il existe cette formation? Non, moi je pense que j'en parlerai sur les réseaux parce que c'est toujours bon à savoir. C'est payant, hein. Moi j'ai payé pour participer, pour obtenir ce certificat et la formation, c'est 49 €, hein, donc c'est accessible malgré tout. Mais effectivement, c'est pas encore très connu, c'est en train d'arriver. Mais nous, les marques peuvent nous le demander. Parce que pour eux, ça signifie qu'on est au courant. C'est une garantie. Et voilà, c'est une garantie pour eux d'un travail plus qualitatif. Oui, et puis ça prouve que vous avez été quelque part sensibilisé. Tout à fait. Et moi, ça me tient à cœur. Oui, mais ça m'intéresse énormément. Ce que tu es en train de me dire, c'est pour ça que je te pose une dernière question. Et dernière question par rapport à ce statut d'influenceur responsable. Tu me disais, le dropshipping est interdit? Alors, en fait, le dropshipping est très encadré. Et en fait, il t'explique dans cette formation comment reconnaître du dropshipping, dans quelles conditions il est accepté et toléré parce qu'il respecte des lois, je sais pas comment expliquer. Voilà, le dropshipping, il est toléré. Et encore faut-il expliquer que c'est du dropshipping. Voilà, dans certaines conditions. C'est légal le dropshipping. Voilà. C'est considéré comme pas moral. Voilà, exactement. Donc là, ils expliquent surtout comment le reconnaître. Ils expliquent tout simplement ce qu'est du dropshipping aussi, parce que certains parlent de dropshipping sans savoir exactement ce que c'est. Donc moi, j'ai appris certaines choses. Donc voilà. Ok, le dropshipping, c'est le fait de vendre un produit qui vient par exemple, qui a été fabriqué dans un pays à très bas coût, qui va coûter 2 €, qu'on peut retrouver d'ailleurs même en France, hein, que tout un chacun peut acheter. Le dropshipping, c'est encore plus compliqué que ça. Ah ouais? Parce qu'en fait, un dropshipping, si tu veux, si je vais te faire un mini schéma, tu as le vendeur, oui, l'acheteur, oui, et ici, tu as la plateforme. D'accord. Et en fait, là, ce qui va se passer, c'est que l'acheteur va commander au vendeur, oui, alors qu'il ne l'a pas dans ses stocks à lui ici. Tout à fait. Là, le vendeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va commander à la plateforme et c'est la plateforme qui va directement envoyer à l'acheteur, sans passer par la case vendeur. D'accord. Donc lui, il va acheter 2 € à la plateforme, par exemple, voilà. et le revendre 49. Et la vendeur va le revendre 50 € à l'acheteur. Mais à aucun moment, le produit qui est sur cette plateforme-là passe par le vendeur et ensuite par l'acheteur. Il va directement à l'acheteur. Ça, c'est un peu le dropshipping. Ok. Toi, t'en fais du dropshipping, qu'est-ce que tu penses de ça? Alors, j'en ai fait dans le passé. Oui. Alors, pas forcément en étant toujours au courant, hein, parce que moi, par exemple, AliExpress, je ne savais même pas que ça existait il y a 2 ans de ça, quoi, hein, donc je ne connaissais pas du tout. Mais je suis contre aujourd'hui. Je regrette. Pourquoi tu es contre? Parce que je pense que le porte-monnaie des gens, c'est franchement trop important en fait. Et que moi, pour des questions morales, pour me regarder dans un miroir, je ne peux pas inciter quelqu'un, recommander un produit à quelqu'un à un coût, alors qu'il peut le trouver beaucoup moins cher. Est-ce qu'il faudrait, selon toi, Chloé, que ce soit spécifié au même titre que partenariat rémunéré, qui est un hashtag dropshipping? Limite, oui, parce qu'encore par transparence, les gens sont au courant. Il y a des avantages à faire appel au dropshipping, parce que par exemple, peut-être qu'en passant par du dropshipping, tu auras un produit sous 3 à 4 jours, alors que si tu l'avais pris toi directement sur la plateforme en Chine, ou enfin peu importe, tu aurais eu un délai de 3 semaines, donc peut-être que la personne est prête à payer un peu plus pour l'avoir plus rapidement. Mais voilà, tout ça devrait être expliqué, devrait être dit. Tu t'es beaucoup tourné vers la mode sur tes réseaux sociaux. Lifestyle, oui. La mode, oui. En quoi
la mode te définit aujourd'hui, en quoi la mode c'est important. Et je t'en parle parce que je sais que dernièrement, tu as fait la Fashion Week. Et bah, tu sais quoi, tu réponds juste après cette vidéo extraite de tes réseaux sociaux, ok? Bon, aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi puisque grâce à mon agence, je participe à ma première Fashion Week. Donc là, let's go pour un défilé. Je vous révélerai la marque pour laquelle donc je vais participer au défilé et je vous révélerai également mon outfit un peu plus tard. Voilà, je suis toute excitée, je suis trop contente. Donc let's go, c'est parti, on y va. Sam va m'accompagner jusqu'à là-bas et ensuite je vous embarque avec moi pour le reste de ma journée parce qu'il y a plein de rendez-vous. Quelle évolution! Oui. Ça te fait quoi de voir ça? Bah, je suis un peu émue parce que c'est un rêve un peu, en tant qu'influenceuse forcément. Et oui, j'aime la mode parce que bon, bah, déjà j'étais conseillère de vente dans les magasins de prêt-à-porter avant de faire de la télé-réalité. Donc du coup, c'est un milieu dans lequel j'ai un peu évolué quelques années et que j'adore. Et donc du coup, aujourd'hui, c'était presque évident pour moi de me diriger vers la mode sur mes réseaux sociaux. Et déjà parce que j'aime ça et que c'est important quand on est influenceuse de partager quelque chose qu'on aime. Les gens le ressentent et c'est fait avec amour tout simplement. Et bah, pour moi c'est la consécration, hein, forcément. Une Fashion Week à Paris, pour moi c'est incroyable. Qui dit mode dit esthétisme. Comment tu définirais ton esthétisme sur Instagram? Alors, j'essaye de faire un contenu qui soit bon, qualitatif, évidemment, mais très harmonieux aussi. Et pour moi, c'est important de montrer qu'avec ma petite morphologie, on peut s'habiller très mode et surtout pas forcément très cher. Voilà. Beaucoup d'influenceuses que je suis et que j'apprécie font des looks, des outfits absolument incroyables, mais à des prix, voilà, dès qu'on veut s'acheter une de leurs pièces, bon, il faut compter dans le 300-400 euros. Moi, je m'habille dans des magasins accessibles à tous et donc du coup, au moins, je permets à plein de jeunes femmes, de jeunes filles, de pouvoir se projeter dans les looks que je réalise. L'esthétisme, c'est important pour toi? Tu réfléchis aux couleurs, Oui. au contenu? Oui. Comment tu réfléchis? Est-ce qu'il y a un travail en amont? Comment tu Alors, fonctionnes? c'est un vrai travail de toute façon. Et en fait, je me base beaucoup. Alors, je prends en considération par exemple la saison. Donc, si c'est en automne, si c'est en été, pour voir un petit peu les couleurs de mon feed, ce que je vais faire comme photo. Et après, j'essaye que chacune de mes photos soit en harmonie au niveau des couleurs, au niveau du décor extérieur, puisque je fais que des photos extérieures, pas de studio. Et voilà, et tout ça, c'est un travail. Il existe des applications pour ça, tout simplement, où on peut visualiser son feed au fur et à mesure en faisant semblant de poster. Enfin, voilà. En parlant mode, en parlant esthétisme, j'ai vu sur tes réseaux sociaux il y a quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, que tu avais fait un partenariat avec la marque Shein. Oui. Je l'ai eu fait moi aussi il y a 1 an ou 1 an et demi, je crois, sur Aja. Je l'ai fait une fois. Par la suite, je suis transparent et tu me diras aussi ce que tu en penses. Par la suite, ils m'ont proposé un contrat sur 1 an. J'ai refusé ce contrat sur 1 an, je vais vous dire pourquoi, parce que je n'étais pas au courant de ce qu'il y avait derrière. J'ai été alerté après ce partenariat par beaucoup de commentaires. Ça m'a alarmé, j'ai lu ces commentaires, j'ai poussé ces commentaires, j'ai poussé mes recherches. J'ai entendu parler des Ouïghours, j'ai vu des documentaires, j'ai entendu parler des politiques et ma réflexion s'est basée là-dessus. Je me suis dit non, je ne veux pas en faire un partenariat sur du long terme sur 1 an. J'imagine que toi, tu as reçu aussi des commentaires après ce partenariat? Oui, bien sûr. Alors, moi, encore une fois, le plus important pour moi, c'est d'être transparente. C'est d'être en accord avec moi-même. Et même si ce n'est pas dans le meilleur, je ne suis pas hypocrite. C'est-à-dire que moi, Shein, j'y trouve mon avantage. Déjà, pour commencer, on ne va pas se mentir, il faut que je paye mes factures. Donc voilà, moi, je suis une influenceuse qui aujourd'hui fait en moyenne entre 4 et 7 partenariats par mois. Donc il faut bien que je puisse gagner ma vie aussi parce que c'est un métier et que du coup, Shein en fait partie et que forcément, ça me fait travailler. Et en plus de ça, j'ai une communauté qui apprécie aussi le fait que je leur partage des bons plans, on va dire vêtements, dans des magasins qui soient accessibles. Moi, ma communauté, je leur partage des marques, des maisons de luxe, ils ne pourront pas suivre. Donc là, c'est une façon aussi de leur apporter un contenu qui leur ressemble tout simplement, dans lequel ils peuvent se projeter. Et voilà. Après, je pense que malheureusement, on va chez Zara, on va chez Bershka, on va chez tout ça. Nike, ils produisent en Chine aussi. Enfin, je veux dire, s'il fallait vraiment faire très attention. En effet, c'est vrai, c'est important de le dire. Il y a toute une liste de marques même Voilà. renommées
que vous portez certainement, qui sont justement en lien avec le travail des Ouïghours. Moi, c'est ce que j'ai lu, ce que j'ai vu en me Oui, il y en a documentant, beaucoup. en me renseignant. Donc, est-ce que c'est là-dessus que tu parles d'hypocrisie? Est-ce que c'est ça que tu pointes comme de l'hypocrisie? Non, ce que je veux te dire, c'est que moi, je peux acheter sur Chine. Je peux acheter. Alors, je n'achète pas parce que je suis en partenariat avec eux depuis des mois et que du coup, le partenariat consiste à ça, à ce qu'ils m'envoient des vêtements et que gratuitement et que moi, je les présente sur mes réseaux sociaux. Mais globalement, je m'habille chez des fournisseurs similaires et des marques qui ont des façons de travailler qui sont similaires. Donc oui, en fait, je ne vais pas mentir aux gens en disant bah non, surtout n'achetez pas chez Chine, ne faites pas ça, alors que moi, le lendemain, je vais chez Zara, en fait, alors qu'ils ont voilà, des similarités au niveau du fonctionnement. Donc du coup, voilà, c'est pour moi, honnêtement, j'aimerais que ce soit différent. Je préférerais qu'ils ne travaillent pas avec les Ouïghours, je préférerais, mais si je devais faire attention à chaque fois sur ça, ben, ce serait compliqué. Ça t'a remis en question quand même? Je veux dire, t'as regardé? J'ai réfléchi à arrêter, Oui. j'y ai songé, parce que ça ne correspond pas à mes valeurs et à ce que je veux partager. Mais en soi, encore une fois, si je suis... Je ne sais pas comment expliquer, prendre un autre exemple. Vas-y, fais-le Je ne peux simplement. pas dire faire la leçon à quelqu'un en lui disant tu ne dois pas fumer, le tabac c'est pas bon pour la santé. Pourtant je le ferai alors que je suis fumeuse. Voilà, c'est un peu ça. Donc je le ferai par affection pour la personne en T'aurais disant l'impression de surtout pas ne être fais pas honnête. la même erreur que moi, mais ce serait un petit peu bon en tant que fumeuse et qui n'a pas décidé d'arrêter de fumer, ce serait un petit peu hypocrite. Et ben là c'est pareil. Ok. Donc je le fais parce qu'encore une fois, ça paye mes factures et que si moi, je ne suis pas prête à arrêter de consommer chez chacune des marques qui font appel aux Ouïghours, je trouverais ça hypocrite. Oui, je vais faire un Mais parallèle. ce n'est pas pour autant que c'est une bonne chose de véhiculer ce message-là et d'en faire la promotion, je l'entends totalement. Mais encore une fois, je travaille et collabore avec peu de marques par choix et donc du coup, il faut bien aussi payer ses factures. Je vais faire un parallèle, enfin je ne sais pas s'il est déplacé ou pas, mais moi j'ai envie de le faire parce qu'il me concerne, avec la viande, avec l'industrie de la viande. Moi j'ai arrêté de manger de la viande il y a plus de 6 ans pour plein de raisons. Parce Oui. que ça me dégoûte par rapport au bien-être animal, par rapport à la condition animale, par rapport à comment sont traités les animaux, par rapport au manque de transparence qu'il y a dans les abattoirs, par rapport au fait qu'en nourrissant l'industrie de la viande dans le monde, on pourrait arrêter la famine et la faim, vraiment dans le monde. Hein, parce qu'il faut savoir que tous les céréales qui sont utilisées pourraient nourrir plein de personnes qui en ont besoin, et aussi parce que c'est une industrie qui pollue énormément, la liste est longue, et qu'on sait qu'on risque de manquer d'eau prochainement et qu'il y a besoin d'énormément d'eau, et que c'est ça qui diminue aussi les nappes phréatiques. Voilà, pour toutes ces raisons. Et pourtant, il y a plein de gens qui le savent et qui continuent de manger de la viande. Oui. Je suis à côté de la plaque ou pas avec ce parallèle? Non, non, je pense que c'est un peu similaire. Je pense qu'on est conscient des dégâts, on est conscient de ce qui se passe derrière et malgré tout, on continue parce que Chine, par exemple, parce que c'est pas cher, parce que c'est accessible et parce qu'il faut bien pouvoir s'habiller et que le prix de la vie devient tellement cher qu'aujourd'hui, on peut pas... Beaucoup, en tout cas de Français, ne peuvent pas se permettre d'acheter des marques plus responsables, parce que forcément plus responsables, plus coûteuses. Donc voilà, c'est tout un système qui est très compliqué, quoi. Ok, je suis C'est un cercle un peu hypocrite, vicieux. moi, d'avoir pas voulu continuer ou pas, selon toi? Non, pas du tout. Je pense que c'est très bien de l'avoir fait et que si j'avais pu le faire, peut-être que je l'aurais fait. Après, voilà, encore une fois, je vais pas mentir, c'est Chine, j'y trouve mon bonheur aussi. Il y a plein de choses qui sont voilà, il y a plein de vêtements que j'achète, que je prends là-bas et j'ai plein de copines qui s'habillent sur Shein aussi. Encore une fois, pas parce qu'elles cautionnent ce qui s'y passe, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens de faire autrement, quoi. Donc, mais après, c'est pas le bon exemple, je suis consciente. Tu parlais du complément d'enquête tout à l'heure qui s'appelait complément d'enquête, arnaque, fric et politique, le vrai business des influenceurs. Donc c'était énormément de candidats télé-réalité qui étaient illustrés dans ce complément d'enquête, dans cette enquête diffusée sur France 2, donc le service public. Qu'est-ce que tu en as pensé? C'était une bonne ou mauvaise chose? Alors, déjà pour commencer, en toute sincérité, je ne me suis pas sentie concernée par ce reportage. Donc, ça ne m'a pas spécialement touchée. Après, j'ai eu mes avis, évidemment. Je pense que c'est une bonne chose de démontrer certaines choses qui ne sont pas bien. Je pense qu'ils ont été un peu durs. Voilà, je pense que des fois, il faut un petit peu doser aussi les propos qu'ils ont eus. Voilà. Donc, je pense que moi, le vrai problème que j'ai eu avec ce reportage, c'est que globalement, quand même, ils font un peu... ils mettent un peu tout le monde dans le même panier, quoi. Un amalgame?
Un peu, ouais. Je pense que là, c'est tous les influenceurs, si on les entend, si on les écoute, vraiment, c'est tous les influenceurs, tous les influenceurs. Alors qu'en réalité, il y a des influenceurs qui sont très bien, qui ne font pas de dropshipping, pas de contrefaçon, pas de tout ce qu'ils dénoncent. Donc voilà, je trouve que Magali Berda a été assez courageuse de faire cette émission, d'accepter, de continuer de la faire, de répondre. Je trouve qu'elle se défend plutôt bien. Et voilà, je pense qu'on lui a un peu remis toute la misère du monde sur les épaules, alors que c'est loin d'être la seule à avoir fait des erreurs, et que contrairement à d'autres, elle les corrige quand même plutôt, plus ou moins au fur et à mesure du temps. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup à prendre et à laisser. T'as été impactée, toi, Non. par ce documentaire, même si t'es plus du tout dans le système de la Non, télé? parce qu'honnêtement, je me sens pas concernée, parce que je pense que je travaille... Mais à cause des amalgames? Oui, mais alors pour le coup, ça s'est pas trop retourné vers moi, quoi. En tout cas, on m'en a pas parlé, les gens me font plutôt confiance. J'ai même à la rigueur eu plutôt des retours positifs à part les gens qui ont regardé ça et qui m'ont dit voilà pourquoi j'aime autant te suivre, parce que je te fais confiance, je sais que toi tu fais pas ce genre de choses, voilà. Donc non, j'ai pas été impactée de façon négative, moi. On va s'intéresser au marketing d'influence, aux annonceurs. Comment tu choisis, Chloé, les annonceurs, les marques avec lesquelles tu travailles? Alors moi, il faut savoir que depuis quelques mois, depuis peu, je suis retournée en agence, une agence parisienne. Donc très loin de la télé-réalité, parce qu'ils ont un tout petit groupe d'influenceurs à gérer et on n'est que 2, je crois, à avoir fait de la télé-réalité dans leur agence. Et donc maintenant, c'est avec eux que je travaille, donc main dans la main. Et c'est eux qui ont, on va dire, un fichier client et qui vont me proposer aux marques. Et ensuite, on détermine ensemble si ça me convient ou pas. Parce que jusqu'à présent, quand tu avais quitté ta précédente agence, Je suis restée 2 ans indépendante. indépendante, Toute seule. c'est-à-dire que c'est toi qui vérifiais Oui. la fiabilité des marques et Tout. tout. C'est un vrai boulot. Alors c'est un vrai boulot et j'étais bien contente d'avoir mon petit copain avec moi à ce moment-là parce que lui est beaucoup plus carré sur ça et surtout beaucoup plus vif. Voilà, déjà, il est un peu plus parano. Donc déjà, quand on est parano, on a tendance à tout vérifier et tout. Parce que moi, j'aurais tendance à être un peu trop naïve et à faire confiance facilement, alors que lui prenait vraiment le temps. Et puis surtout, pour me soulager du travail, il m'a beaucoup aidé en ayant mes codes mail et il traitait directement aussi avec les marques, en anglais aussi. Donc oui, c'est beaucoup de boulot. Beaucoup de fantasmes qui perdurent sur les influenceurs, même si ça fait plusieurs années qu'on est habitué à les voir sur les réseaux sociaux. Est-ce que, comme beaucoup disent, tu gagnes beaucoup en tant qu'influenceuse sans rien faire? Non, c'est archi faux. Alors C'est un déjà, cliché, hein. Totalement. Moi, j'ai jamais été riche, jamais. Moi, j'ai été dans une moyenne haute pour un Français. Voilà, je n'ai jamais dépassé ça. Donc, on peut gagner beaucoup d'argent, mais bon, déjà, je pense que quand même, quand on a beaucoup de followers, c'est quand même plus facile de gagner plus, puisque du coup, nos tarifs sont plus élevés. Et je pense que ceux qui gagnent beaucoup, beaucoup d'argent, dans le milieu de la télé-réalité, j'entends, sont ceux qui font aussi beaucoup, beaucoup de marques, et donc du coup, pas toujours qualitatif. Parce que plus on va faire de marques, plus on prend le risque de faire aussi tout et n'importe quoi. L'argent, ou la popularité, ça t'est déjà monté à la tête? Non. Non, parce que j'ai jamais été assez populaire ou assez riche pour que ça me monte à la tête. Et tout simplement parce que j'ai eu une bonne éducation et que j'ai toujours été entourée des mêmes personnes. Dans mon entourage, que ce soit familial ou amical, j'ai gardé les mêmes amis et les mêmes contacts avec ces gens-là. Et donc, du coup, j'ai pas eu l'occasion que ça me monte à la tête. Parce qu'on m'a toujours rattrapé en me disant reste bien au sol. Et non, honnêtement, j'ai jamais été assez populaire ou assez riche pour que ça puisse... En fait, mon train de vie n'a absolument pas changé, quoi. J'ai peut-être un peu plus les magasins, j'ai un peu plus les moyens, mais enfin, je ne suis pas passée de chez Zara à Dior, quoi. Je suis toujours restée chez Zara, finalement. J'ai un appartement qui est un petit peu plus grand, mais je n'ai pas une villa avec piscine. Donc non, je suis toujours restée dans une moyenne française plus haute, mais toujours dans une classe sociale, dans la même, finalement. T'en as vu perdre les pédales dans ton entourage? Oui, j'en ai vu. Oui, j'en ai vu. Qui devenaient plus odieux, qui devenaient un peu plus capricieux. J'en ai vu qui perdaient un peu les pédales, l'alcool, la drogue, ce genre de choses. Mon ex, par exemple, ça a été compliqué pour lui. C'est triste pour toi de voir tout ça? Comment tu Ouais, réagissais moi, face à ces situations? Moi, ça me fait beaucoup de peine parce que je pense que toutes ces personnes-là, avant, n'étaient pas forcément instables ou pas saines d'esprit. Mais je pense qu'une notoriété mal gérée, un changement de vie, tout simplement, que ce soit dû à l'argent, au travail, n'importe quoi, mal géré, peut avoir des conséquences très graves. Et c'est le cas pour certaines personnes, je pense.
C'est quoi tes avantages en tant qu'inspireuse, influenceuse? Alors déjà, j'ai l'impression d'avoir plein de copines. Je me sens vachement moins seule. J'ai vécu une rupture il y a quelques mois. Je me suis jamais sentie trop seule parce que voilà, j'avais une communauté avec qui partager des conseils. Donc c'est constamment une sensation de partage avec des personnes qui sont finalement inconnues, mais avec qui on se sent malgré tout proche. Moi, il y a des abonnés à moi que j'ai jamais rencontrés en vrai, mais avec qui je parle régulièrement parce que voilà, j'ai déjà répondu à leurs messages, donc je les reçois régulièrement. Et voilà, c'est vraiment une sensation de jamais être totalement seule, de partager quotidiennement. Donc moi, ça, c'est quelque chose que j'adore. Et est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce que tu en vois Ah dans ton ben quotidien? oui. Moi, l'anonymat me manque dans certaines situations, pour des moments qui sont pas faciles. Je vais te citer un exemple. Ouais. Je vais à l'enterrement d'un de mes proches. Je suis habillée tout en noir, je me fais discrète. Et puis, t'as vu qui c'est? Voilà, tu es en train d'acheter ton papier de toilette au supermarché. Voilà, ça, c'est un peu des choses qui sont... Bon, il n'y a que ça, quoi. Et le jugement, évidemment, la critique sur les réseaux sociaux. Ouais, il y en a encore, hein, j'ai vu parfois toujours les mêmes. Hein. Oui, ça c'est dur, Enfin, mais ça des sera années toujours. après, c'est encore sur Il y a- la minceur. Et oui, il n'y a pas vraiment d'évolution. Donc maintenant, si tu veux, je suis un peu blindée face Ouais. aux critiques. Ça ne m'atteint On plus. peut vraiment être blindé face à ce genre de critiques? Oui, et honnêtement, parce que ça ne vient pas de ce qu'on aime. Moi, c'est comme ça que j'arrive à gérer. Ça viendrait de quelqu'un que j'aime profondément, pour qui j'ai beaucoup de respect, quelqu'un qui a une importance pour moi, qui me descendrait physiquement, me ferait mal. Là, ce sont des gens que je ne connais pas, donc non, ça va, je suis vraiment blindée par rapport à ça. Là où ça me fait plus de la peine, tu vois, c'est de me dire que d'autres jeunes filles qui sont complexées et qui ont pris un peu de réconfort à travers mes réseaux sociaux se sentent mal en voyant les commentaires qu'on pouvait me laisser publiquement. Voilà, ça me ferait chier qu'il y ait des jeunes filles qui se sont battues pour s'accepter et qui voient qu'on me défonce et qui se disent « Ah oui, non, mais quand même, Chloé, elle se fait défoncer sur sa maigreur. Ça veut dire que si elle, les gens la trouvent trop maigre et pas belle, bah moi aussi, alors ça veut dire que je suis trop maigre et pas belle. » Voilà, ça me dérange. Qu'il y ait un transfert qui Oui, soit fait. exactement. Et enfin, dernière question, alors elle est un peu crue, mais j'aime beaucoup cette question. Chloé, si demain tu n'es plus là, et je touche du bois, il y en a là, voilà, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi? Je pense que j'aimerais qu'on retienne de moi que j'étais quelqu'un qui était éduqué. Ouais, Ça me tient à cœur. Alors, il faut savoir que c'est quelque chose qui m'insupporte chez les gens qui ne sont pas éduqués. Je crois que c'est la chose la plus terrible pour moi. Et voilà, j'aimerais que les gens se retiennent en se disant ah bah oui, je me rappelle de cette jeune fille, elle parlait bien, elle était éduquée, elle était polie. Voilà, ça c'est quelque chose qui serait gratifiant. Et évidemment, qu'on se rappelle du message que j'ai toujours voulu véhiculer à travers mes réseaux sociaux, un message de body positive où toutes les femmes sont belles. merci Chloé Merci à pour toi, cette Sam. interview, comment je suis devenue inspireuse. On va changer le nom, ou influenceuse. On te retrouve sur ton compte Instagram, c'est Chloé Cooper-off, et ton compte TikTok, très présente sur TikTok. Hein. De plus en plus. Ah ouais, tu dois kiffer cette Bah, application. j'adore parce que ça montre une autre personnalité de moi, le côté moins, on va dire, carré et professionnel, moins esthétique, mais plutôt le côté humour, un peu fun, et une autre personne en fait que je suis, une autre facette de moi. Et bah pour découvrir cette facette, ça se passe du côté de Chloé Cooper. Chloé, merci infiniment pour cette interview. Merci à vous pour votre fidélité et votre intérêt au contenu que je vous propose. On se retrouve très prochainement avec une nouvelle personnalité et un nouveau destin d'influenceur. À très vite. Bye bye.